Bonjour à tous et merci à vous d'être fidèles à Horizon Jeune, votre plateforme d'échange sur Lumière du Monde Télévision. Heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parlera des fiançailles chrétiennes et on parlera de cette thématique en RDC. Je l'ai dit, nous sommes à Kinshasa pour une série d'émissions. C'est toujours un bonheur de nous retrouver et d'être dans cette proximité avec nos fidèles téléspectateurs. Et les fiançailles chrétiennes, on en parlera des sujets qui sont importants déjà qu'on est chrétien. Et dans cette émission, nos différents invités donneront leur avis sur ce sujet. Merci d'être avec nous. On se retrouve juste après ce générique. Retour sur le plateau de Horizon Jeune, nous sommes à Kinshasa, le temps il est vraiment très beau ici, on prend du plaisir à y être. Sur ce plateau, 4 invités qui ont répondu amicalement à notre invitation. Le frère Cédric Ombouyou, il est étudiant, shalom. Vous allez bien? Gloire à Jésus-Christ. Alors dites-moi, à part votre activité d'étudiant, vous faites quoi à l'église? Je suis à la 50e session des affermissements à Philadelphie. Et c'est quoi votre rôle, cette section? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, je suis dans les noyaux et nous sommes en train de poursuivre avec les affermissements et on veut aussi organiser une activité qui va faire de nous des frères. Après cela, on va nous orienter dans des départements à faire. D'accord, c'est bien compris. Deuxième invité, Kevin Kita, il était informaticien. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors Kevin, on est de quelle église et qu'est-ce qu'on fait à l'église? Je suis de la Parole du Salut Gombe, extension de la Borne avec le pasteur Safari. D'accord. Et je suis encadreur à la jeunesse et en même temps conducteur de louange. C'est combien de jeunes déjà dans votre église? Oh, nous comptons près de 1000 jeunes. Waouh. Déjà. C'est un grand travail que vous faites. Oui, oui. Gloire à Ça n'a Jésus-Christ. pas été facile, mais Dieu a fait beaucoup grâce. Gloire à Jésus-Christ. Troisième invité, lui il est pasteur, le pasteur Eric Msanga, c'est ça? Eric Nsenga. Msanga. Shalom pasteur, vous allez bien? Shalom mon frère, oui, très bien, Dieu fait Alors grâce. c'est quoi le nom de votre église déjà et combien d'années que vous êtes dans le ministère? Ben, ça fera dans le ministère pastoral, j'ai presque 10 ans. 10 ans. Mais dans le ministère de la Parole, ça fait 19 ans. 19 ans. Je suis à l'aumônerie universitaire protestante. Donc la paroisse de l'ISTA, c'est une institution supérieure d'enseignement. Et donc nous encadrons les jeunes et pour le personnel universitaire. Merci d'être là, pasteur Eric. Quatrième et dernier invité, Fabrice, disons, Itoula, c'est cela, agent administratif, shalom. Oui, shalom. Vous allez bien? Oui, très Alors à bien. l'église, qu'est-ce qu'on fait? On est de quelle église déjà? Je suis de la SEPCO Bandal 2 et je suis vice-président de jeunes. Et là, nous encadrons le jeune avec la direction de pasteur Annie Kondo. Et nous sommes ensemble pour travailler dans la jeunesse, encadrer les jeunes et montrer la voie du salut à tous les jeunes. Merci d'être avec nous. Merci. C'est quand même intéressant. On parlera des fiançailles sans demoiselles sur le plateau. C'est pas bien grave. J'espère qu'on aura des amis qui vont certainement les confier. Alors, avec Cédric, on va démarrer. Dites-moi, c'est quoi pour vous les fiançailles? Les fiançailles, pour moi, c'est juste une période où on se prépare pour le mariage. Pendant cette période-là, on apprend à se connaître. C'est ce qu'on peut définir comme étant les fiançailles. Les fiançailles. Ouais. Kevin et vous? Pour moi, c'est vraiment le tout dernier virage avant le mariage. Tout dernier Le virage. tout dernier virage avant le mariage. C'est un virage dangereux, ouais. C'est ce qui détermine tout. Donc, c'est le dernier virage où on peut encore faire demi-tour. Demi-tour. Yeah. D'accord. Fabrice, et toi? Ok, le fiançailles, c'est une promesse. C'est un engagement dans une promesse que les futurs époux, solennellement, ils le font devant les familles. Le mariage, le fiançailles aussi, c'est une période de transition entre début de la promesse et jusqu'à arriver au point d'achèvement du début du mariage également, de la célébration du mariage. C'est le dernier virage pour vous aussi. Le point de chute, c'est arriver au mariage. Arrivé au mariage. Et le fiançailles, c'est une étape où il faut se connaître. D'accord. Pasteur Eric, c'est cela, hein, pasteur Eric, dites-moi pour vous, c'est quoi les fiançailles? Comment est-ce que vous définissez les fiançailles? Bien, comme les amis l'ont dit, hein, c'est un moment de promesse qui ne conditionne pas encore les serments. Ça, c'est du point de vue de droit. Mais du point de vue biblique, les fiançailles dépendent aussi des cultures. Quand vous allez, par exemple, dans la Bible, chez les Juifs, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, vous considérez que dans l'Ancien Testament, c'était un moment important d'orientation de l'avenir et du destin. Et déjà, à partir des fiançailles, si vous êtes en Genèse, le chapitre 24, où Abraham lui-même envoie son serviteur aller choisir
la femme pour Isaac, son fils. Mais j'aime bien, c'est Eliezer qui parle au verset 14. Il prend un engagement solennel devant Dieu. Mais là, il pose des conditionnalités. Il dit, la femme à qui je demanderai de l'eau, qui m'en donnerait, me permettrait de faire boire aussi les troupeaux, soit celle que je prendrai pour femme. Donc, à ce niveau, déjà, il y a un degré de responsabilité très élevé. Pas seulement parce qu'on prend une promesse sans savoir où cela amènerait, mais une promesse déterminée et déterminante par rapport au destin. Et ce qui est beau, c'est la suite du texte. Il s'est fait que Rebecca se trouve être aussi bergère comme l'était Isaac. Donc le choix, les éléments indicateurs que donne Eliezer dans le choix de la future épouse étaient très déterminants par rapport à la nature de la destinée. Donc ici, je peux résumer pour dire, si bien que les droits pourraient définir les fiançailles comme un moment de promesse qui ne soit pas ferme, c'est-à-dire qui ne conditionne pas, qui n'oblige pas, mais la Bible est plutôt présente comme un moment important d'orientation vers la destinée. Wow. Ce qui fait que si on échoue, on rate ces moments, très probablement on peut rater également sa destinée. Voilà qui est bien clair, on va poursuivre dans cette émission. Dites-moi, le terme fiançailles est au pluriel. Est-ce que vous avez une justification par rapport à cela? Pourquoi on ne dit pas les fiançailles et puis on dit pourquoi les fiançailles sont toujours au pluriel? C'est ça la question. Le frère Fabrice. Ok, je l'ai remarqué également au pluriel. Selon mon entendement, je me suis dit, il y a des catégories de fiançailles. Il y a les fiançailles de manière officieuse et il y a des fiançailles de manière officielle. De manière officieuse, c'est quand deux personnes se mettent ensemble et cette relation n'est pas reconnue au niveau des familles. Et cet engagement peut prendre fin à n'importe quel moment. De manière officielle, c'est quand les futurs époux prennent au sérieux et cet engagement, cette promesse est là devant les familles. Donc voilà un peu... Donc pour vous, est-ce qu'il justifie que le terme soit au pluriel? Oui, c'est... Parce que les fiançailles sont d'abord officieuses avant d'être officielles. En fait, il y a cette catégorie de fiancés, parce que là, il y a aussi une promesse. Mais de manière officieuse entre les deux personnes, les familles ne sont pas au courant de cette relation. Et de manière officielle, cette relation est ramenée devant les familles et avec une certaine solennité, déclarée devant les familles et pour un accompagnement. D'accord. Eric, Kevin, pardon, pour toi, qu'est-ce qui justifie ce fait-là? Les fiançailles, un terme qui est au pluriel. Pourquoi la langue française met les fiançailles au pluriel? Oui, je rejoindrai aussi pratiquement la même idée que le frère Fabrice. Donc je pense que c'est parce qu'il y a des étapes. Il y a des étapes dans ce processus. Et comme il a dit, il y a d'abord un moment où c'est d'abord l'homme et la femme d'abord, seuls. Il y a un moment où ils se font la promesse eux deux. Et ensuite, ce sont les familles qui s'engagent. Et ensuite, nous allons vers le mariage. Donc, il y a des étapes à l'intérieur. C'est ce qui fait que... Ouais, selon mon entendement, évidemment. Est-ce que dans le mariage, il n'y a pas aussi des étapes? Alors, le frère Cédric peut-être a la réponse à cela. C'est un terme qu'on retrouve dans le dictionnaire français au pluriel. Et ça nous intrigue. Pourquoi les fiançailles sont considérées comme quelque chose déjà en matière de genre au pluriel? Déjà, moi je pense qu'on ne peut pas être fiancé seul. D'accord, donc vous parlez déjà du nombre de personnes qui... Le nombre déjà, ça commence à être... D'accord. C'est vrai qu'avant d'être, peut-être on peut dire officiel, aller se présenter, la famille, les étapes et tout ça. Mais je pense aussi qu'il est question de la culture. La culture joue un rôle déterminant. Un rôle déterminant, c'est ça. Dans le passé, on peut voir même dans la Bible, avant, les personnes ne se retrouvaient pas. Les deux familles pouvaient s'attendre. Je veux telle femme pour ma fille. Je veux telle femme pour mon fils. Ainsi de suite. Donc pour vous, le nombre déjà de personnes engagées dans les fiançailles font que le terme peut être au pluriel. Oui. Pasteur Eric, dites-nous votre avis sur cette question. C'est quoi votre conception? Je suis tenté d'aller dans le sens des amis. Vous êtes tenté. Oui, donc je me dis, il y a d'abord cet aspect des choses, il y a les caractères provisoires. Provisoires. Ouais, donc, qui s'étalent justement au niveau de certaines étapes. Il y a une partie où il y a la rencontre des deux personnes qui commence et puis il y a l'officialisation. En tout cas, à mon sens, c'est cela qui justifierait l'emploi des pluriels. D'accord. Quels sont les intérêts des fiançailles? Les intérêts des fiançailles sont, il y en a
Je peux peut-être citer 4. Hein. Le premier intérêt, c'est que ça vous permet une bonne connaissance de l'un à l'autre. Puisqu'en fait, chacun vient de sa culture, de sa maison, on ne se connaît pas. On fait la première rencontre. Mais là aussi, il faut déterminer. Ça dépend dans quelles conditions on a fait cette rencontre. Il y a des rencontres spontanées, c'est-à-dire à bord d'un bus, à l'église. Souvent, on ne se connaît pas assez, on n'a pas un lien d'histoire, et du coup, on commence. Donc, il y a d'abord la nécessité et l'intérêt de se connaître. Et deuxièmement, l'intérêt de partager des rêves, des passions et même des promesses par rapport à l'avenir. Parce que je viens d'une culture, j'ai grandi dans un certain environnement, j'ai une conception de la vie. Alors, puisque le mariage veut à ce que nous devenions un, il est important de rapprocher les vues. Et ces moments vous permettent également de rapprocher les vues. Troisième intérêt, les fiançailles vous permettent aussi de découvrir les limites ou les faiblesses des uns des autres. Pour qu'enfin, dans le mariage, on n'arrive pas à s'étonner. Parce que parfois, nous qui sommes pasteurs, vous entendrez quelqu'un vous dire « si je savais ». Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé dans cette affaire. Donc, ça vous permet pas seulement de découvrir les qualités, mais aussi, surtout, les défauts. Et c'est là où il y a l'importance, quand on est pendant ces périodes, de ne pas se voiler la face. Il est toujours important de se laisser connaître, de se laisser pénétrer, de se laisser saisir, parce que souvent, on a plusieurs identités. Vous savez que les anthropologues définissent l'homme comme une excédentarité inclôturable. C'est-à-dire l'homme n'a pas une révélation totale. Sa révélation est progressive en fonction des temps et des circonstances. Du coup, on peut prétendre connaître quelqu'un dans un contexte précis, mais la même personne, dans un autre contexte, se révèle autrement. D'accord. Donc, du coup, le fiançailles, si bien qu'elles ne pourront pas vous aider à avoir la totalité de la connaissance de la personne, néanmoins, les grandes lignes peuvent vous aider à avancer. Et dernier intérêt, c'est que le fiançailles vous prépare matériellement, surtout dans notre contexte. Elles vous permettent de vous préparer matériellement pour affronter la vie commune, le mariage. Autre intérêt, Kevin? Fabrice? Parce que je voulais souligner un aspect, il y a un point que le pasteur vient de développer si important, que dans mon entendement, j'ai pu regrouper le tout à mieux se connaître. Parce que asseoir deux comportements, c'est pas facile. Vous devez passer par cette étape où vous arrivez à vous comprendre pour arriver à cet objectif du mariage. Parce qu'on ne peut pas arriver dans le mariage avec des points où nous n'avons pas pu nous comprendre le fonctionnement de l'un ou l'autre. Voilà pourquoi moi je le résumais simplement dans mieux se connaître. D'accord. Alors, à quel moment précis les fiançailles débutent? Ou quelles sont les étapes qui précèdent les fiançailles? Cédric? À quel moment précis? Je dirais dès l'instant où tu vas vers la fille. Pour moi, je pense que dès le moment où je vais vers une personne, je me dis, j'aimerais être en relation avec toi, c'est là où les fiançailles. Parce que dans ma tête, je me dis, la finalité, c'est le mariage. En tant que chrétien, je ne vais pas faire le copinage. Je vais là pour qu'on finisse par se marier. D'accord. Et pour moi, c'est ça les fiançailles même. Dès l'instant. Dès l'instant où le vœu est manifesté. Oui. Ah, ça, c'est à huis clos. Hein. Vous êtes oui, d'accord. C'est encore d'une manière officieuse. C'est entre nous deux. On n'a pas encore officialisé. C'est notre culture aussi. Donc c'est là que les fiançailles débutent pour vous? Pour moi, oui, c'est ça. Kevin? Je partage exactement le même avis parce que dans notre contexte des chrétiens, quand j'approche la sœur, c'est avec l'objectif de l'épouser. Et donc quand je lui demande sa main, pour moi c'est déjà parmi les premières étapes des fiançailles. Puisqu'on a parlé des fiançailles au pluriel, nous avons parlé des étapes. Donc l'étape où nous sommes encore nous deux là, c'est ça déjà. C'est ça, moi, les fiançailles officieuses. Voilà. C'est voilà qui est bien clair. Aujourd'hui, cela devient de plus en plus répandu partout dans le monde entier. On voit qu'il y a des demandes qui sont faites avec les bagues de fiançailles. Pasteur, dites-moi, cela répond à quoi? À quel moment est-ce qu'il faudrait donner cette bague de fiançailles? À quel moment également il faut demander à cette demoiselle-là? Est-ce qu'il faut le faire publiquement? Il faut le faire, je dirais, en privé? C'est répandu maintenant sur les réseaux sociaux. On voit des demandes en mariage avec des bagues. Pour vous, c'est quoi l'intérêt de ceci? Est-ce que c'est nécessaire? Et pourquoi le faire? Et comment le faire? Je pense qu'il y a un élément important sur lequel il faudrait beaucoup insister. C'est un peu le syncrétisme, ces mélanges d'éléments de culture. Cela joue beaucoup, même dans la conceptualisation des choses.
Vous savez, mon ami a fait remarquer tout de suite la question de la prise en compte des éléments sociologiques ou culturels. Quand nous retraçons les parcours de l'histoire biblique, nous trouvons que le tout commence en Israël. Ils avaient leur propre culture. Comme je l'ai dit, la conception de fiançailles chez les Juifs n'est pas la même que chez nous. Peut-être pas chez les Arabes. Mais aujourd'hui, nous avons une unité qui fait de nous chrétiens. C'est-à-dire nous sommes dans la dispensation nouvelle où, comme chrétiens, nous devons nous adapter à des nouvelles valeurs. Alors, les risques qu'il y a aujourd'hui, pas seulement dans les domaines des fiançailles, même dans les domaines de mariage et tous les autres domaines de la vie, c'est les risques où le christianisme n'arrive pas à conserver ses valeurs fondamentales. Et ça, c'est très dangereux. Où on veut faire des choses par mimétisme, par imitation. Parce que ça s'est fait dans une culture, dans un coin, et on veut les transposer dans le christianisme, dans la foi chrétienne, pour essayer de se conformer. Alors, de manière claire, à mon sens, le fiançailles commence dès l'instant où vous avez à cœur la décision d'approcher un partenaire. Généralement, ce sont les hommes qui viennent vers les femmes. C'est comme ça que nous insistons comme Église à ne pas prendre le caractère fragile et provisoire des fiançailles, parce que très souvent, quand on a l'idée que c'est provisoire, c'est un peu comme Pasteur, dites-moi, est-ce qu'il y a une différence entre les fiançailles et la demande en mariage? Dites-moi. À mon sens, comme ça je dis, tout cela relève des cultures. Parce que pour le chrétien, dès lors qu'on prend l'engagement, c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés. C'est comme ça, et la fille et les garçons doivent être responsables avant de donner leur accord de principe. Pour aller vers une femme, il faut déjà être sûr, avoir son temps de prier. Nous disons, il ne faut pas prier pendant le fiançailles pour chercher la volonté de Dieu. Vous êtes dans la chose et vous dites, non, j'aimerais que le Seigneur m'oriente. Mais en même temps, vous êtes tenté d'aller faire un autre choix. Et puis ainsi de suite. Donc là, vous n'êtes pas orienté. Il faut prier avant d'aller vers la personne. Voilà. Et dès lors que vous vous prononcez, je crois, à mon sens, et c'est ce qui est biblique, c'est déjà ça le début des fiançailles. Mais il faut différencier maintenant l'officialisation des fiançailles. Là, nous sommes au niveau où ce sont les familles qui viennent officialiser la chose pour aller vers la finalité ou la concrétisation. D'accord, voilà qui est bien clair. Merci, pasteur. Je reviens toujours sur la... Oui, allez-y rapidement, Fabrice. Je voulais revenir sur un point que le pasteur a soulevé et par rapport à la question de l'origine, quand débute le fiançailles. Moi, je suis contre les avis que mes deux frères ils ont soulevés. D'accord, allez-y, c'est quoi votre avis? Mon avis, c'est le fiançailles débute quand c'est devant la famille. Donc pour vous, quand le vœu est manifesté en privé, le pasteur c'est l'a pas si bien dit, quand nous sommes dans l'officieuse, nous avons eu le temps de prier, de consulter Dieu. Je veux de telle sœur, je veux de tel frère. Au préalable, nous avons eu le temps de consulter Dieu. Nous avons eu le temps de prier, de prendre des orientations. Et c'est après, physiquement, je vais vers la sœur. Nous avons eu à nous mettre d'accord dans l'officieuse. Nous avons eu à discuter, à vivre un moment où nous avons eu, dans cette étape-là, mettre ensemble nos caractères. Et le fiançailles débute réellement quand nous sommes devant la famille. Quand on se présente devant la famille. Et là, il y a certaines églises, ils envoient un représentant. Donc, c'est-à-dire, nous prenons encore cet engagement devant Dieu. Vous voyez? Et si aujourd'hui, nous ressortons cet aspect officieux, c'est que nous ouvrons une brèche pour des frères et sœurs dire que le fiançailles commence déjà par là. Or, ce n'est pas ça. Le fiançailles, le fiançailles débute réellement quand nous sommes devant la famille. Et donc, pour vous, ce qui se fait avant, ce n'est pas vraiment... Ce qui se fait avant... Est-ce qu'on peut considérer ça comme les fiançailles? Oui, il y a un engagement qui est là, mais entre deux personnes non reconnues. Donc pour vous, à cet instant-là, les fiançailles ne débutent pas? Parce que c'est ça la question. À quel moment précis les fiançailles débutent? À quel moment débute les fiançailles? C'est devant la famille. Quand cette promesse, cet engagement, il est solennel devant les familles et les représentants de l'Église. D'accord. Cédric, Kevin, autre chose à ajouter par rapport au début? Il est vraiment contre votre avis. Kevin? En tout cas, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais moi, je pense que c'est déjà un engagement. Puisqu'il parle d'un engagement, quand je vais vers la sœur, c'est un engagement que je prends devant Dieu. L'engagement, ça commence d'abord entre nous deux. On ne va pas arriver aux familles sans que nous deux, nous ne soyons d'accord. On va prendre l'avis de Cédric et puis on va... Ce sont de préalables. Oui. Ce sont de préalables que je vais vers la sœur. Mais est-ce que avant d'aller vers la sœur, je me dis, j'ai déjà consulté mon Dieu, le Seigneur m'a donné des orientations, il m'a montré la personne et
c'est par après je vais vers la sœur. Mais tout en étant dans l'officieuse avec la sœur, je parie qu'il y a des responsables de l'Église. Par exemple, au niveau de la jeunesse, il y a de ces représentants qui savent que tel frère est avec telle sœur. Évidemment. Vous voyez? Là, c'est une étape qui n'est pas encore reconnue. Donc, du coup, ça ne peut pas commencer. On ne peut pas considérer cela comme le début. Le début, selon moi, c'est quand c'est officiel. Quand c'est officiel. D'accord. Cédric? Toujours dans cette étape de l'encadrement du mariage. Je pense encore qu'il est question de culture. De culture. Oui, il est question de culture. Ça, c'est dans notre culture, nous, ici, au Congo. On pense que... Je suis d'accord avec son avis, mais il est question de culture. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas se marier lorsque nous mettons d'accord? Et puis aller voir juste le pasteur qui nous bénit. Ça annule le mariage? Ça, c'est une question. Est-ce que ça annule le mariage, pasteur? Parce que ce qu'il expose est aussi juste. Justement, il y a vraiment la pertinence dans ce qui s'est dit là. Je comprends les réserves de Fabrice. Il faut souligner que le risque, les dangers, c'est derrière les concepts mal employés. Parfois, on utilise les concepts de fiançailles simplement pour justifier une situation quelconque. On est déjà dans les copinages, et comme on est à l'église, on ne veut pas parler de copinage. Quand on dit copinage ici, c'est dans le sens vraiment extravagant. On fait de tout et de rien, mais on vient masquer, on vient habiller ça en disant « nous sommes fiancés ». Alors c'est là les risques, comme il dit. Parce qu'il y a aussi, il y a double responsabilité entre les intéressés, mais aussi entre l'autorité parentale représentée par la famille. Je comprends pourquoi Fabrice dit que ça doit commencer à l'officialisation, parce que là, cela suppose que vous êtes sous contrôle de l'autorité parentale. Et les degrés de responsabilité changent. Mais en même temps, ça se fait chez moi également, l'Église délègue des responsables et mandate un encadreur qui accompagne les couples. Ce qui fait que le frère ne peut pas se permettre. Nous avons vu des choses. Un frère commence les fiançailles ici, puis quitte et va de l'autre côté, et autant que les sœurs. Alors, des mesures d'accompagnement ou d'encadrement pour éviter que les concepts soient mal employés, c'est là où je comprends la pertinence d'insister sur le fait qu'il faut qu'il y ait officialisation. D'accord. On va avancer. On va revenir sur l'une des questions pour lesquelles j'avais déjà évoqué. Quelle est la différence entre la demande en mariage et les fiançailles? Kevin? La différence entre la demande en mariage et les fiançailles. La demande en mariage, c'est simplement une manière d'officialiser devant les autres personnes, les amis, les familles, l'Église, réellement que nous voulons aller au mariage. Mais déjà, c'est la pensée première déjà. C'est déjà la pensée première, comme nous le disions. À quel moment la demande en mariage doit déjà intervenir? Quelles sont les étapes qui précèdent à la demande en mariage? Quand vous parlez de demande en mariage, c'est que nous sommes là devant le public, comme ça s'est fait aujourd'hui génériquement. Je me mets à genoux, je donne la... ça dépend de culture. D'accord. Cédric, avant de revenir au pasteur et à Fabrice, demande en mariage, fiançailles, il y a une différence où la demande en mariage fait partie des fiançailles? Pour moi, je dirais non. La demande en mariage, ça officialise auprès des parents, auprès de tout le monde, que nous sommes fiancés. Maintenant, on veut arriver là. Nous voulons aller jusqu'au dernier virage. Nous avons eu un temps de s'observer, un temps de voir, ok, ça a marché. Maintenant, on peut officialiser aux yeux de tout le monde. Pour moi, c'est ça. D'accord. Donc, ça fait partie des fiançailles. De l'officialisation des fiançailles. Fabrice, vous qui êtes très réservé sur ce sujet. Demande en mariage, fiançailles, c'est quoi la différence pour vous? Maintenant, je suis d'avis avec mes frères, ça dépend de culture. Ça dépend de la manière dont chaque peuple emploie ses contextes. Je dirais, demande en mariage, c'est peut-être un moment où les deux personnes, ils se disent maintenant il faut passer dans l'officialisation. Vous voyez, c'est passer dans l'officialisation afin que les familles puissent agréer cette relation. Voilà pourquoi je dis ça dépend de culture. On voit le monsieur donner à la dame une bague. Mais en réalité, moi, je me dis, le vrai engagement, c'est dans le cœur. Cette bague que moi, je te donne physiquement, je peux te le donner dans mon cœur. Je les transmets en paroles. Et quand nous sommes d'accord avec ces paroles qui sont sorties, nous pouvons passer maintenant au niveau de famille.
D'accord, parce qu'on reste toujours dans la différence demande en mariage et fiançailles, avec cet anneau, cette bague de fiançailles. Est-ce que c'est nécessaire, la bague de fiançailles? C'est nécessaire. D'accord. Je me dis, bon, enfin, c'est relatif. Hein. C'est relatif. C'est relatif, mais insistons sur l'aspect culturel. C'est vraiment une question qui relève de la culture. Chez nous, ça s'appelle prédote. Prédote. Voyez-vous, c'est-à-dire du moment où l'homme et la femme se conviennent d'officialiser les relations, la famille de l'homme vient vers la famille de la femme et verse moyennant quelques éléments qui seront déterminés par la famille de la femme. Et ça, cela prouve que désormais, la relation est officialisée et c'est cela même la demande en mariage chez nous. Et c'est ce qui est même biblique aussi. Et ça vous couvre jusqu'à la période de la dot. Et quand arrivera le problème de la période de la dot, on vient maintenant verser les éléments de la dot. Et du point de vue des familles... Tout ça, on est dans les fiançailles. Tout la ça, dot, partie des fiançailles. Voilà. C'est jusqu'à cette période. Donc, pour dire vrai, c'est un élément de culture. Est-ce qu'il faut une bague ou non? C'est vraiment relatif. Mais comme mes frères disent, c'est d'abord question de responsabilité dans l'engagement qu'on prend. D'accord. Voilà qui est bien clair. On se comprend mieux. On va maintenant avancer dans cette émission. Alors, pasteur, dites-moi, est-ce que les fiançailles garantissent la réussite d'une union d'un mariage? À ce stade, je peux dire oui. À 100%. Pas à 100%, c'est encore une fois relatif, mais je vais donner les forces et les faiblesses. Lorsque, dans le fiançailles, premièrement, on a eu le temps de connaître son partenaire, comme a dit Fabrice, le temps de mieux se connaître, c'est déjà un atout. Des deux, lorsqu'on a eu le temps de fixer les idées sur la vision de la vie, on sait ce que l'on veut, ça devient aussi avantageux. Troisièmement, lorsqu'on est arrivé à se supporter mutuellement, à s'accepter. Se connaître est une chose, mais s'accepter et se supporter en est une autre. Voyez-vous. Très souvent, les mariages qui souffrent présagent, dépeignent un tableau tel que vous vous rendrez compte que c'est l'homme ou c'est la femme qui se plaint de ne pas avoir suffisamment le temps de connaître. Qu'est-ce qui explique qu'un homme et une femme qui se sont dit beaucoup de mots d'amour, je t'aime, tout le reste, arrivés dans le mariage, commençaient à regretter? Ça se passe comment cette mutation? La même personne qui, au début, dit avoir trouvé la femme ou l'homme de sa vie, et au beau milieu du mariage, commençait à regretter jusqu'à aller décider pour le divorce. C'est justement parce que l'homme n'arrive pas à assumer les vides qui se créent. Au départ, il s'était dit, c'est donner une vision. C'est dit, avec telle personne, je crois réaliser telle chose. Mais comme si des rapports ou des promesses ne sont pas sincères, c'est là où les choses se compliquent. C'est comme ça que nous insistons pour chuter. Il est important pendant cette période d'être sincère, de se révéler dans ses forces et dans ses faiblesses. Ça permet à l'autre de se situer. Serais-je en mesure d'accompagner ou de vivre avec la personne ou pas? Si vous n'êtes pas en mesure, c'est là où il faut déjà dire non, je trouve que, et moi je vais vous partager peut-être sans tabou, une expérience. Allez-y, pasteur. C'est-à-dire personnelle, quoi. Allez-y. J'ai connu une sœur que j'ai beaucoup appréciée avant mon mariage. Je me disais d'emblée, bon, je crois que la personne pourrait être celle, la femme de ma vie. Mais il s'est passé quelque chose qui pourrait être minime, mais qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire le simple langage, le simple fait de dire, par exemple, en tout cas, moi, une fois dans le mariage, tel fait, je ne l'accepterai pas. En fait, on parlait des relations avec les amis. Est-ce qu'à quel moment il faut arrêter les visites? Alors, l'impression que j'avais eue en son temps était le fait que la femme, peut-être tout en étant respectueuse de ses principes, mais ces mêmes principes me paraissaient comme un obstacle dans ma façon de voir les choses et dans ma posture et dans mon identité. Voilà, ça, c'est une expérience personnelle. J'ai jamais eu honte de le dire, je partage à qui veut m'entendre. Pour dire que quelqu'un peut être bien, une belle femme, intelligente, chrétienne, mais simplement par la dureté des caractères. Voyez-vous? Peut-être que la personne est très ouverte, donc il est important de se connaître aussi du point de vue des caractères et des natures. Voilà, ça compte beaucoup. Merci, pasteur. Kevin, pour toi, quels sont les pièges à éviter pendant les fiançailles? Déjà, il faudrait éviter les relations intimes qui sont réservées qu'au mariage. Et évidemment, pour les éviter, il faut éviter d'être tout le temps seul. Tout le temps seul dans des endroits compliqués. Donc, évidemment, on doit avoir des moments où nous devons nous connaître, mais faisons-le de manière à ne pas nous laisser emporter. Parce que c'est l'amour, on s'aime et c'est la chair.
c'est la chair. Quand on s'aime, c'est vraiment autre chose. Donc, il doit avoir des limites. Notre spiritualité disparaît en ces moments-là. La chair crie plus fort. Donc, il faudrait être sage et vraiment toujours mettre le Seigneur en avant de toutes choses, les principes bibliques en avant de toutes choses. Donc, éviter d'être tout le temps seul. Tout le temps seul. Cédric, piège à éviter pendant les fiançailles? Établir des limites, c'est tout. Pour moi, il faudrait avoir vraiment des limites, sinon c'est très dangereux pour même la relation elle-même. Ce sont deux personnes, mon pasteur a souvent dit, l'amour est charnel. On s'aime, mais nous sommes quand même attirés aussi physiquement. Et il faut quand même bien suivre certains principes et règles, éviter, comme Kevin l'a dit, de se retrouver tout le temps seul et dans des endroits aussi sombres. Mais par moments aussi, il y a ceux qui vont en retraite ensemble. Ça aussi, ça a évité. Ça a évité. Ça a évité. D'accord. Fabrice, peut-on s'embrasser, se caresser pendant les fiançailles? Est-ce que la Bible interdit formellement cela? S'embrasser, je dirais non, c'est interdit. C'est vraiment interdit parce que, comme mes frères l'ont dit, c'est la chair. La chair, même la Bible nous dit, ne marchons pas selon la chair. Oui. Je suis contre ça, personnellement. On risque de goûter le mariage dans le fiançailles. Dans les fiançailles. Éviter des endroits isolés pour le couple, c'est aussi un aspect vraiment important. Voilà pourquoi je dis que je suis d'accord avec mes frères par rapport à tout ce piège qu'il faut éviter. Pasteur, c'est une question que beaucoup de jeunes se la posent. Est-ce qu'on peut s'embrasser, se caresser pendant les fiançailles? Si on se dit qu'on est fort, on peut vraiment résister à tout ce qui pourrait arriver. Est-ce que c'est une justification aujourd'hui qui tienne compte de tout ce que les jeunes aujourd'hui ont envie de faire? Se caresser, s'embrasser pendant les fiançailles. Genèse chapitre 3. Vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre et vous ne les toucherez pas. Au niveau de la loi, il n'y a pas que les passages à l'acte qui comptent, mais aussi l'intention qui accompagne les actes. D'accord. Et je joins ma voix à celle de mes frères. Il est important, pour des raisons d'équité, de prudence et de respect par intention de la loi de Dieu, de ne même pas s'embrasser. Parce que c'est comme le préalable qui conduit à une finalité. Vous ne pouvez pas avoir les prémices en refusant les conclusions. Donc quand on commence par là, c'est que ça chemine quelque part. Donc bref, il ne faut vraiment pas oser sur ce terrain qui est trop risqué et trop glissant. Trop risqué et trop glissant. Parlant toujours des fiançailles, quelles sont les personnes qui sont impliquées dans la réussite des fiançailles? Quel est le rôle de l'Église, de la famille, des amis? Cédric. Le rôle de l'Église, déjà avoir un encadreur. C'est aussi important d'avoir un encadreur commun pour les deux, auprès de qui vous vous rendez pour partager ce qui se passe. Ce sont des personnes qui vont vous suivre et vous accompagner même durant cette période. L'Église, la famille, là je ne sais pas encore dans quelle dimension nous sommes, dans quelle catégorie. C'est officiel ou encore officiel? Officiel. Quel est le rôle de la famille quand les fiançailles sont officielles? Oui. Le rôle de la famille, c'est aussi accompagner les deux proposants, essayer de connaître, les encourager, voire même régler les problèmes. Parce que je trouve que dans la famille, il y a des responsables, des personnes matures et sages, capables d'aider cette union à réussir. Et je crois que c'est ce que ça doit apporter. Kevin, à ton niveau aussi, même question, le rôle de la famille, des amis, de l'Église dans les fiançailles. Oui, moi je pense que surtout l'Église joue un très grand rôle dans l'accompagnement des fiançailles. Parce que le mariage, ce n'est pas simplement charnel, c'est aussi spirituel. Les pasteurs doivent suivre, sinon pas déléguer quelqu'un qui pourra suivre. Il y a tout un département de couple dans les églises qui suivent cela. Donc c'est pour éviter aussi beaucoup de choses, des conseils, des enseignements, parce que le terrain du mariage, c'est vraiment un autre monde. Vivre seul, c'est autre chose. Vivre avec quelqu'un, c'est tout un autre monde aussi. Donc l'Église nous enseigne à comment vivre avec les autres, comment passer ces temps. Et même les familles aussi, les expériences des parents sont très importantes. Nous voyons souvent
le côté rose des choses, mais nous ne savons pas parfois ce qui se passe dans la chambre. Donc, les familles nous accompagnent aussi par leurs expériences qui sont importantes. Les amis, pour moi, peut-être les amis mariés, hein, oui, qui peuvent être plus importants. Je ne me vois pas demander à un ami célibataire endurci un conseil par rapport au mariage. Ça sera compliqué. Donc, pour moi, c'est ça. Et des parrains, évidemment, si nous avons déjà des parrains. Et ça serait aussi l'idéal, qui vont vraiment mieux encore nous suivre que même le pasteur. Donc, c'est très important. Oui. Pasteur Cédric, Eric, quelles sont les activités à valoriser pendant les fiançailles? Vous permettez peut-être de déplacer un petit mot ici. Allez-y sur cette question. Le risque ici, surtout dans notre contexte, est de savoir pendant combien de temps les fiançailles, ce que nous qualifions d'officieuses ou officielles, doivent durer. Voilà. Parce qu'il y a des couples, ça c'est des cas pratiques. Les gens peuvent vivre pendant 4-5 ans de manière officieuse. Dans les fiançailles. Je vous dis bien, les fiançailles, et ils officialisent. Après 6 mois, ils se marient. Conséquence, c'est que le temps qu'ils auront passé ensemble dans cette relation de manière officieuse sera plus important que le temps qu'ils viendront passer de manière officielle. Alors, comprenez tous les risques. Alors, si mais est-ce que ça peut équilibrer, puisqu'ils ont passé 6 années, prenons votre exemple dans les fiançailles officieuses. Les risques est-ce qu'on peut faire 6 mois maintenant de fiançailles officielles et se marier? Oui, les risques que si pendant cette période officieuse, ils n'ont pas été accompagnés, encadrés, tout ce que nous disons encadrés, c'est là qu'ils se commettent beaucoup, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et quand vous venez gérer, vous gérez plutôt des conséquences. C'est comme ça qu'à l'église, vous trouverez soit c'est des problèmes où la fille est rendue mère avant le temps, ou alors ils ont déjà connu des relations, parce que justement pendant ces périodes, ils étaient en cachette, ils étaient à deux, comme les amis ont dit, c'est la faiblesse, c'est la chair. Ils ont déjà consommé beaucoup de choses là-bas. Et quand c'est officialisé, bon, ça c'est la formalité. Alors, la question, des activités à promouvoir pendant les... Il faut beaucoup d'enseignements. Des jeunes. La grande difficulté chez nous, les Africains, surtout au Congo, c'est qu'il y a cet esprit de tabou. On ne sait pas aborder certaines questions, surtout pas à l'église, de manière claire et objective. Donc nous conseillons toujours qu'il y ait ces genres d'activités, mais aussi avec des personnes appropriées. Deuxièmement, il faut créer des cadres de dialogue sincères. J'ai entendu une fois les jeunes de ma paroisse dire, c'était les femmes qui disaient, non, moi je ne peux pas prendre, une qui disait, je ne peux pas me marier avec un frère de l'église. Pourquoi? Parce que les frères nous ont déçus. C'est-à-dire, on se rend compte qu'entre les jeunes, il se passe beaucoup de choses que même les responsables ne sont pas au courant. Voyez-vous? Et donc, il est toujours important d'offrir des cadres de dialogue, d'échange, qui permettent facilement aux uns aux autres de s'ouvrir et parfois de briser les mythes d'intention. Voilà. Donc, et puis des moments intenses de prière. Ça, c'est très important. Parce que c'est un terrain qui est beaucoup combattu. Si on peut exceptionnellement organiser des temps de prière uniquement pour préparer les jeunes au mariage. Préparer les jeunes au mariage. Fabrice, est-ce que pratiquement dans les fiançailles, la fiancée peut cuisiner pour son fiancé, faire la lessive, faire sa vaisselle, aller chez lui, rendre la maison propre? Est-ce que cela est permis? Je dirais non. Pourquoi? Je rejoins mon frère tel qu'il dit, éviter des endroits isolés pour le fiancé. Mais qu'est-ce qui est dangereux là? Généralement, on commence par venir nettoyer les habits, laver les assiettes et voyons la finalité, telle que le pasteur l'a dit, c'est plus les conséquences que nous allons encadrer que les étapes normales qu'il fallait supporter. Nous risquons d'encadrer les conséquences de la fille qui est devenue déjà mère et déjà avec le préalable, venir laver les assiettes, les habits, ce ne sont que des points qui attirent vers l'intimité. Donc pour moi, je dirais non. C'est pas forcément que on peut comprendre, connaître la femme par rapport si c'est une bonne ménagère dans cette étape. Cédric, ton avis, est-ce qu'elle peut venir faire le ménage chez le fiancé? Ça aussi, j'aime les dire, la culture. Est-ce qu'en Europe, ils les font ici? Ou c'est seulement en Afrique? La culture joue énormément. Personnellement, selon ta culture. Est-ce que toi, tu admets ça? Tu pourras admettre que ta fiancée vienne chez toi, faire la lessive, la vaisselle, ranger la maison, faire le ménage? Venir chez moi, oui. Mais faire ça, non. Je suis pas pour, je suis pas partant. Pourquoi? Qu'est-ce que justifie votre... Déjà, je ne trouve pas que c'est important. C'est pas important. Qu'est-ce qui me dit qu'elle doit toujours, ma fiancée doit apprendre à préparer?
ce n'est pas ce qui est le plus important. Aujourd'hui, chez nous, en Afrique, on voit la nourriture, le ménage, c'est bien, mais elle peut être encore meilleure dans d'autres domaines. Et c'est possible aussi. Donc, pour moi, je trouve que ce n'est pas important. C'est pas important. C'est pas important. Kevin, c'est pas important aussi pour toi? En tout cas, chez moi, elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Non. Elle connaîtra Chez pas nous, chez toi avant le oui. mariage. Chez nous, oui. Quand je dis chez nous, ça veut dire La famille. La famille. Parce que je pense en Afrique aussi, généralement, c'est ce qui se fait. La femme, quand elle vient chez vous, donc chez les parents, chez la maman. Ce sont les mamans et les sœurs qui côtoient beaucoup plus ta femme, qui savent peut-être la coacher. Non, bon, vous savez, la maman va dire, mon fils, là, je l'ai levé avec les pondous comme ça, un bon repas que nous mangeons, il aime beaucoup ça. C'est la maman qui va prendre les choses. Ce n'est pas moi qui vais la prendre à préparer. Mais c'est quoi pour toi le danger qu'elle vienne chez toi faire la lessive? On est seul. On est seul. Si c'est chez moi, on est seul. C'est un endroit propice pour faire des choses que nous ne devrions pas faire. D'accord. Il y a un point que je veux souligner. Par-dessus tout, retenons que nous sommes de chrétiens. Et même le temps de fiançailles, ce moment que nous sommes en train de passer, nous devons le vivre conformément à la parole de Dieu. Vous voyez? Il faut éviter les pièges, il faut éviter ce que nous pouvons sauter. Même la Bible nous dit, fouillez, fouillez. Ce n'est pas pour rien que la Bible le dit. D'accord. Pasteur, et vous, votre avis, est-ce que pratiquement, dans la réalité, les jeunes ne se donnent pas le temps également de passer voir leur fiancé? C'est vrai que là, on dit formellement, elle ne doit pas passer. Mais est-ce que dans la pratique, la réalité ne nous rattrape pas? Non, la pratique, ça en est une autre. Hein. Mais la réalité, c'est comme mes frères disent, hein, outre ce qui a été soulevé, je crois qu'il y a un élément important à rajouter, c'est l'élément de la dignité. Vous savez, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux feront un seul corps. Il y a un élément important là, l'élément quitter, pour devenir. Donc le mariage est un acte du devenir. On le devient. Et pour devenir, il faut avoir rempli les préalables. Et pour une femme surtout, lorsqu'un homme ne t'a pas encore épousé, il faut garder cette dignité, ce respect. C'est-à-dire ça permet, parce qu'il ne faut pas passer déjà à des actes qui sont censés rentrer dans les compétences. Vous n'êtes pas encore officiellement marié, c'est pas pour rien, nous mettons le voile. Ça, c'est encore un autre débat. À qui doit être voilé lors de bénédiction nuptiale? Pourquoi il y a l'essence du voile? J'entends parfois certains collègues pasteurs dire nous enlevons le voile pour découvrir les visages. Est-ce que le sens du voile, c'est pour dévoiler pour le visage de la femme? Non. Le voile, c'est pour montrer l'autorisation officielle de prendre la femme pour épouse. C'est-à-dire, vous pouvez la dévoiler, vous pouvez maintenant la prendre pour votre épouse. Ce n'est pas pour voir les visages. C'est ça le symbole. Hein. Voilà. Ce sont des symboles liturgiques qui ont tout leur sens. Et c'est très important. Et ça rentre depuis la période des fiançailles. Voyez-vous? C'est-à-dire, la femme qui sait qu'elle n'est pas encore officiellement épousée, doit se réserver, déjà pour éviter de tomber dans ce qui est décrié ici, la faiblesse de la chair, mais l'élément, comme je dis, le prestige même de la cérémonie. Vous savez, dans nos cultures, quand la femme arrive pendant ces périodes, des fois, on l'éloignait. Elle passe des temps d'initiation avec des mères, tout ça. Et quand il y a cette rencontre, le jour des noces, c'est un grand événement. Ce n'est pas la personne avec laquelle on est habitué à parler midi, soir. Et ça dilue même le sens de la chose. Donc voilà un peu l'élément que j'ai pensé. Mais en pratique, comme je vous disais, ça s'est fait malheureusement. Malheureusement. Et ça se transforme en des relations et ça se consomme aussi. Bon, c'est tout ce qui complique. Alors on va rester, je vais revenir, je vais rebondir ça. Quand, pendant les fiançailles, cela a été consommé, on dira qu'il y a eu chute entre les fiancés. Qu'est-ce qu'il faut faire, Cédric, selon vous? Est-ce qu'il faut rompre les fiançailles, arrêter totalement, ou est-ce qu'il y a une seconde chance, on dirait? Je pense qu'il faut se repentir. Donc, c'est réorienter, aller vers les encadreurs et établir encore les principes ou des limites. Et c'est ça mon avis. Il faut se repentir, se relever en fait. Celui qui a chuté, c'est la personne qui est tombée. Et si tu es par terre, ne reste pas par terre, relève-toi. Fabrice. Oui, je suis d'accord avec mon frère, c'est repentir. Tel que je venais de le dire tantôt, nous devons vivre le fiançailles conformément à la parole de Dieu. Il ne faut pas demeurer, quand vous tombez, il ne faut pas demeurer dans cette étape, il faut vite se relever, donc se repentir. Et
associer des encadreurs de bonne moralité dans le vie des couples pour vous suivre. C'est pas que quand on devient fiancé, donc c'est un moment de liberté où on peut se faire de n'importe quoi. Il faut être encadré. Donc quand on tombe, il faut vite se relever, se repentir et aller même vers les pasteurs. C'est la chose difficile que nous faisons, difficile à dévoiler, que pasteur, nous avons tombé, si vous pouvez nous aider. Donc, c'est vite se repentir. Kevin, c'est cela aussi pour vous? Oui, en tout cas, voir le pasteur, il va prier pour nous et se relever. D'accord. Pasteur Eric, je suppose? Ne pas laisser exposer les jeunes à en arriver là. Je crois que ça, c'est une grande responsabilité de nos pasteurs. Il faut un bon encadrement, c'est-à-dire mettre toutes les mesures d'accompagnement. Mais si seulement on était dans cette hypothèse, il faut aider, il faut prier, il faut relever, mais aussi il faut les accompagner pour que cela ne se répète plus. Dernière question avant la fin de cette émission. Frère Cédric, la même question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour que les fiançailles connaissent une réussite? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se dévoiler, c'est-à-dire dans le sens où c'est le moment où il faut être vrai et sincère avec la personne que tu veux épouser. Il faut être vrai. Il ne faut pas cacher le comportement. Il ne faut pas se cacher. Ouvre-toi, montre ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, dis la vérité et ça va aider pour la suite. Voilà, c'est Kevin. Moi, je dirais premièrement associer Dieu. Associer Dieu. De deux, se laisser conduire par les encadreurs, que nous avons. Et troisièmement, être vrai. Être vrai. Fabrice, Okay, la recette pour réussir ses fiançailles? Pour réussir ses fiançailles, je suis d'accord avec le frère toujours, mais je veux souligner un aspect qui est vraiment important, c'est la discrétion. Pourquoi je dis discrétion? C'est le couple fiancé doivent se protéger. Toutes les informations qui se passent, leurs conversations, leur façon de voir les choses doivent être enfermées entre eux. Généralement, quand nous voyons des immeubles, des édifices être bâtis dans notre ville, les préalables, c'est on couvre. La fondation. On couvre afin que les passants ne puissent pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Et bibliquement, je prends le texte de Luc 14, 28 jusqu'à 30. Il nous dit, car lesquels d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, voir s'il a de quoi la terminer. Et si je vais plus loin au niveau du verset 30, il dit, car les personnes vont râler, cette personne a commencé à bâtir, mais n'a pas pu terminer. Donc, je demanderai au couple fiancé d'être discret. Bâtissez votre fiançaille tout en étant discret. Voilà ce que je peux ajouter. La discrétion. Merci Fabrice. Pasteur, on termine avec vous. Merci beaucoup. J'adhère à tout ce qui a été dit. Peut-être il faut rajouter, il faut beaucoup parler. Beaucoup parler. Dialoguer. La communication vraiment doit être intense. Parce que pour se dévoiler, pour se connaître, il faut une bonne communication. La difficulté, c'est comme nous l'avons dit, quand déjà au départ, quelqu'un qui a un passé quelconque, mais qu'il ne veut pas forcément dévoiler à l'autre. Et lorsque le partenaire commence à découvrir certaines choses et sans vous, ça pose un sérieux problème. Deuxièmement, il faut construire la confiance. La confiance est construite aussi par des petites choses. Voyez-vous, pendant les fiançailles, c'est un élément très capital. Troisièmement, apprendre à connaître ses propres limites vis-à-vis de l'autre. Parce que souvent, on a tout le temps tendance à connaître les passés et les limites de l'autre, mais sans vouloir connaître ses propres limites. Un sens d'autocritique pour savoir qu'est-ce qui fait que je ne sois pas une bénédiction pour l'autre. Quelle est ma responsabilité dans tous les problèmes que nous connaissons, pour éviter tout le temps à vouloir ou avoir tendance à charger l'autre. Et ça, c'est des choses qui se répercutent dans le mariage. Vous aurez toujours tendance à croire c'est l'autre qui est le démon, c'est l'autre qui fait ceci, c'est l'autre qui fait cela. Quand vous n'avez pas vous-même le temps de faire une autocritique, vous ne saurez pas recevoir les conseils ou les avis de l'autre comme des contributions. Ça sera plutôt des entrechocs et qui débouchent souvent sur un terrain des divisions ou des divorces.
Merci beaucoup, pasteur Eric. Pour parler des fiançailles chrétiennes, sur ce plateau, nous avons reçu le frère Cédric, le frère Kevin, le pasteur Eric et enfin le frère Fabrice. Merci à vous d'avoir répondu fraternellement à notre invitation. Cette émission est arrivée sur notre site internet www.lumieredumonde.tv, mais aussi sur notre page YouTube LMTV. On a été très heureux d'être avec vous. Un petit coucou également à tous nos amis qui nous suivent à Bamako, à Yaoundé, mais aussi grand merci à toute cette famille quinoise qui nous a reçus ici. Merci à tous. On se retrouve dans une semaine pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.